Ma fiancée a voulu explorer ses sentiments pour un collègue 2 mois avant notre mariage. J'ai donc tout arrêté et gelé et laissé l'un à l'autre. Devinez qui a pointé le bout de son nez 8 mois plus tard. Ma fiancée voulait un ticket de sortie pour tester son collègue avant de m'épouser. Je lui ai offert quelque chose de mieux, des vacances permanentes loin de notre relation. Et le clou du spectacle? Il avait une fiancée, lui aussi. Lisez bien jusqu'au bout, c'est savoureux. Je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans. Je travaille dans la certification de sécurité aéronautique et la conformité des logiciels de vol. En gros, je m'assure que les systèmes qui empêchent les avions de tomber du ciel respectent les normes européennes. Je passe la moitié de ma vie dans des hangars, des bureaux d'aéroports et des terminaux régionaux à travers toute la France. L'autre moitié, je la passe sur la 62 ou à attendre des vols retardés à l'aéroport de Blagnac, près de Toulouse. On a discuté pendant 2 heures de tout, son intégration à la vie française, mon boulot bizarre que personne ne comprend. Les meilleurs bistrots de la ville. Elle avait cette façon de vous accorder toute son attention, comme si rien d'autre dans la pièce n'existait. J'ai été mordu immédiatement. La première année a été incroyable. Elle m'a fait découvrir son univers. Des dîners sophistiqués avec ses amis où tout le monde se mettait sur son 31 et où la cuisine était toujours faite maison et impressionnante. De mon côté, je l'emmenais voir les matchs du stade toulousain et dans des petits restos de quartier un peu miteux qu'elle prétendait apprécier plus qu'elle ne le faisait probablement. On s'équilibrait. Avec le recul, j'étais sans doute plus conciliant que je n'aurais dû l'être. Elle avait des avis tranchés sur tout, où on mangeait, ce qu'on faisait le week-end, comment je m'habillais pour sortir. Je suivais le mouvement la plupart du temps parce que c'était plus simple, et honnêtement, je voulais qu'elle soit heureuse. Mon meilleur ami, Lucas, me disait souvent que j'étais sous son emprise. Je lui répondais qu'il était juste jaloux. Il me disait que j'étais juste aveugle. Mais je n'étais pas une serpillière pour autant. Quand elle a voulu que je rate le mariage de mon cousin parce qu'un de ses collègues faisait un vernissage le même soir, j'ai dit non. Quand elle a suggéré que je trouve un emploi qui ne nécessite pas autant de dépassement parce qu'elle n'aimait pas être seule, je lui ai dit que ma carrière n'était pas négociable. J'avais du caractère, je ne l'utilisais juste pas aussi souvent que j'aurais dû. La demande en mariage a eu lieu il y a 14 mois dans son restaurant préféré, place du Capitole. J'avais tout prévu depuis des semaines, coordonné avec le personnel, et j'avais la bague cachée dans ma poche de veste pendant tout le dîner. C'était la bague de ma grand-mère, une pièce vintage avec un diamant central et 2 petits saphirs. Je l'avais fait remonter sur un anneau plus moderne parce qu'Elena avait des goûts très précis et que la monture originale n'allait pas lui plaire. Quand j'ai posé un genou à terre, elle a vraiment eu les larmes aux yeux, elle a dit oui avant même que je finisse ma phrase. Et elle a posté la photo sur Instagram dans les 30 secondes qui ont suivi. La photo a eu 400 likes en 1 heure. Elle a changé sa bio en « future madame » avant même qu'on reçoive l'addition. Ses parents sont venus de Chicago le mois suivant pour fêter ça. Sa mère a apporté des pâtisseries traditionnelles ukrainiennes qu'elle avait mis 2 jours à préparer. Son père, Victor, était un homme de la vieille école qui m'a serré la main comme s'il testait ma force physique. Sa mère, Irina, était plus chaleureuse, mais avait clairement des exigences élevées pour quiconque épouserait sa fille. J'ai passé l'inspection, apparemment. Victor m'a dit en privé qu'il était heureux qu'Elena ait trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui prendrait soin d'elle. J'ai pris cette responsabilité au sérieux, peut-être trop. On a trouvé un appartement ensemble dans un bel immeuble près du jardin des plantes. On partageait le loyer à 60/40 puisque je gagnais plus. On a commencé à organiser le mariage pour début juin. Ses parents ont proposé de contribuer aux frais, ce qui était généreux vu que le budget ne cessait de grimper. Elena avait une vision, le lieu devait être parfait, les fleurs devaient être spécifiques. La liste des invités s'allongeait sans cesse parce qu'elle ne pouvait exclure personne de son cercle social. Au moment où on a tout verrouillé, on en était à 140 invités, un domaine dans le Gers avec vue sur les Pyrénées. Un orchestre de 6 musiciens et un photographe qui avait fait les mariages de joueurs de rugby célèbres. Le budget total avait gonflé jusqu'à 55 000 €. Ses parents donnaient 15 000, je couvrais le reste. Tous les prestataires avaient reçu leurs acomptes. Les faire-part étaient sur les frigos de nos familles dans toute la France. J'ai tout accepté. J'ai fait les chèques,
J'ai hoché la tête devant des échantillons de tissu. J'ai fait semblant de m'intéresser à la différence entre l'ivoire et le blanc cassé. Parce que c'est ce qu'on fait quand on construit une vie avec quelqu'un. On fait des compromis. Ce que je n'avais pas réalisé, c'est que j'étais le seul à en faire. 2 mois avant le mariage, tout était bouclé. Lieu réservé. Traiteur confirmé. Photographe programmé. Sa robe était en cours de retouche. Mon costume était commandé. On était dans le compte à rebours final. Et puis, il y a eu ce mardi. Je rentrais d'un déplacement de 3 jours à Bordeaux pour certifier des mises à jour avioniques pour une compagnie régionale. De longues journées dans un hangar étouffant à vérifier de la paperasse et à gérer des mécaniciens qui pensaient que la conformité était facultative. J'étais fatiguée, mais d'une bonne fatigue. Elena était assise à la table de la cuisine quand je suis entrée. Elle avait une expression que je n'avais jamais vue, sérieuse, mais aussi presque répétée. Elle m'a dit qu'elle devait me parler de quelque chose d'important, de nous, du mariage. Je me suis assis en face d'elle, encore dans mes vêtements de travail, pensant qu'il s'agissait du plan de table ou d'un drame avec un prestataire. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-elle commencé, sur l'engagement, sur le fait d'être sûre. Je pense qu'on devrait faire une pause avant le mariage. J'ai demandé quel genre de pause elle voulait dire. C'est laquelle m'a parlé de Damien, un type de son agence, un chef de projet avec qui elle travaillait étroitement sur une grosse campagne. Elle a dit qu'ils avaient développé une connexion émotionnelle, et qu'elle pensait qu'avant de remonter l'allée de l'église, elle devait explorer ses sentiments justes pour être totalement certaine de faire le bon choix. Je suis restée là à digérer l'info. Ma fiancée, à 2 mois du mariage, me demandait la permission d'aller voir un autre homme. Un collègue qu'elle voyait tous les jours pendant que je voyageais pour le travail. Je lui ai demandé depuis combien de temps ça durait. Elle s'est mise sur la défensive, disant qu'il ne s'était rien passé, qu'ils avaient juste discuté, qu'ils s'étaient rapprochés. Elle a dit qu'il la comprenait d'une manière différente, qu'il était là quand j'étais toujours partie. L'accusation a frappé exactement là où elle voulait. Comme si j'étais responsable de ses sentiments pour un autre parce que mon boulot exigeait des déplacements. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire pendant cette période d'exploration ? Elle m'a répondu, attends-moi. Laisse-moi de l'espace pour comprendre mes sentiments. Elle disait ça comme si elle me demandait d'acheter du pain en rentrant. Si tu m'aimes vraiment, tu voudrais que je sois certaine. Tu voudrais que j'arrive à notre mariage sans aucun doute. Elle avait clairement répété son discours, elle avait ses arguments prêts. Sans doute conseillé par une amie qui lui avait dit que c'était une demande raisonnable. Mais c'est laquelle a mal calculé. Elle a supposé que je réagirais comme d'habitude, en m'adaptant, en faisant un compromis, en faisant passer ses besoins en premier. Au lieu de ça, je me suis levée. Non. Pas de pause, pas d'exploration, pas d'attente pendant que tu décides si un autre mec est une meilleure option. Soit on se marie, soit on ne se marie pas. Et si tu as besoin d'explorer tes sentiments pour un collègue, alors on ne se marie pas. Son visage a changé instantanément. Son calme répété s'est brisé. Je ne demande à la rupture, Nicolas. Je demande de l'espace. Du temps pour réfléchir. Tu ne comprends pas la différence ? Je comprends parfaitement. Tu veux me garder sous le coude pendant que tu testes quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de l'espace. C'est me traiter comme un plan B. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et je ne suis le plan B de personne. Elle a commencé à devenir émotive, disant que j'étais déraisonnable, qu'elle essayait d'être honnête au lieu de me tromper dans mon dos. Que la plupart des hommes apprécieraient cette transparence. Je lui ai dit que la plupart des hommes seraient partis après 30 secondes de conversation et que j'étais juste un peu lent à la détente. Puis, j'ai demandé à récupérer la bague. Toute son attitude a changé. Les larmes se sont arrêtées. Ses yeux sont devenus froids. Tu es sérieux, là ? Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. C'était un cadeau, Nicolas. Tu ne peux pas l'exiger juste parce que tu es fâché. Les fiançailles sont terminées. Ça veut dire que la bague revient. C'est comme ça que ça marche. On s'est disputé pendant 10 minutes. Elle a essayé la culpabilité, puis la colère, puis la négociation. Je n'ai pas bougé d'un iota. Finalement, elle a arraché la bague et l'a lancée vers moi. Je l'ai rattrapée au vol. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte.
Avant de sortir, elle s'est retournée, les yeux brûlants de rage. Tu ne trouveras jamais quelqu'un d'aussi belle que moi. Personne ne t'aimera comme je t'ai aimé. Tu fais la plus grande erreur de ta vie. Puis elle a claqué la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Je suis restée là, dans notre appartement, avec la bague de ma grand-mère à la main. Et le plus bizarre, c'est que je n'étais pas triste. J'étais soulagée, comme si j'attendais que le ciel me tombe sur la tête depuis des mois, et que c'était enfin arrivé. J'ai envoyé un SMS à Lucas. Sa réponse est arrivée en moins d'une minute. Enfin, mon pote. Il t'en a fallu du temps pour sortir les griffes. On se fait une soirée pizza? J'arrive. Lucas est arrivé 45 minutes plus tard avec des bières et un carnet de notes, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Il n'avait jamais aimé Elena. Il disait qu'elle me traitait comme un accessoire, qu'elle était plus intéressée par le fait d'avoir un fiancé que par moi personnellement. Je l'avais toujours défendu, mais il s'avérait qu'il la comprenait mieux que moi. Il a posé les bières, a ouvert son carnet et a pointé son stylo vers moi. Raconte-moi tout, du début à la fin. N'oublie rien. J'ai tout raconté. Il a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, il a juste secoué la tête. Honnêtement, je suis surpris que ça ait pris autant de temps. Une femme qui poste sa bague de fiançailles sur Insta avant même d'appeler sa mère, elle n'est pas amoureuse de toi, elle est amoureuse de l'annonce. Il n'avait pas tort. Puis il a dit, on va gérer ça comme un projet pro. Objectif, délai, logistique. Tu es sérieux? Très sérieux. La plupart des mecs ratent leur rupture parce qu'ils réagissent avec leurs émotions. On va s'assurer que tu t'en sortes proprement. En 20 minutes, il avait tout planifié, le bail de l'appartement, les prestataires du mariage, les comptes joints, les abonnements partagés. Le contrôle du récit. Il a même assigné des priorités. Les abonnements, je n'y avais même pas pensé. Elena et moi avions tout combiné, Netflix, Spotify, Amazon Prime, iCloud, les applis de fitness. Tout était sur mes comptes avec mes infos de paiement. Toute sa vie numérique tournait sur mon argent. Lucas a entouré cette section 3 fois. Ça, c'est la colonne de la satisfaction personnelle. Ce n'est pas nécessaire pour la rupture, mais c'est bon pour le moral. Il a ajouté que ce n'était pas mesquin, c'était pratique. Pourquoi payer pour quelqu'un qui veut explorer un autre mec? Mais d'abord, j'avais un message plus important à envoyer. Je savais comment Elena fonctionnait. Dès qu'elle se calmerait, elle commencerait à manipuler l'histoire, à appeler ses amis, à dire que j'avais surréagi. J'ai écrit un message court, factuel, sans émotion. Elena m'a demandé ce soir de faire une pause dans nos fiançailles pour explorer ses sentiments pour un collègue nommé Damien. J'ai refusé et j'ai mis fin aux fiançailles. Le mariage est annulé. Je voulais que vous l'appreniez directement par moi. Je l'ai envoyé à ses parents, à sa sœur et à 3 amis communs. Puis j'ai éteint mon téléphone. Lucas appelait ça le « verrouillage narratif ». En faisant ça, j'empêchais toute réécriture des faits. Le lendemain matin, le texte avait fait son effet. Sa sœur l'avait partagé dans leur groupe de famille. 2 amis avaient déjà prévenu tout leur cercle. Un des gars à qui je l'avais envoyé travaillait dans la même agence qu'Elena, et à l'heure du déjeuner, tout le bureau était au courant. Elle a essayé de dire que j'avais surréagi à des « nerfs d'avant-mariage », mais quand les gens lui posaient des questions. Son histoire ne tenait pas debout. Le nom de « Damien » était déjà dans toutes les têtes. Ensuite, j'ai appelé Victor, son père. Je l'avais toujours respecté. Il a décroché à la 2e sonnerie, la voix lourde. Il avait lu le message. « Est-ce que c'est vrai, Nicolas? Ce que tu as écrit? » Chaque mot, Victor. Il est resté silencieux un long moment. Puis il m'a demandé ce qu'il en était des frais du mariage. J'ai dit que je m'occupais d'annuler et qu'on partagerait les acomptes non remboursables. Il avait donné 15 000 €, j'ai proposé de couvrir les pertes moi-même puisque c'est moi qui rompais. Non, sa voix était ferme. Ma fille a fait ce gâchis. Je ne te laisserai à payer pour ses erreurs. Dans ma famille, quand quelqu'un rompt sa parole, il en assume les conséquences. Il a ajouté qu'il avait honte de ce qu'elle avait fait. Il espérait vraiment que je ferais partie de la famille. Ça m'a touché, venant d'un homme comme lui. Le mercredi matin, j'ai commencé les appels.
Le domaine a été compréhensif mais ferme, on perdait 6 000 € d'acompte. Victor a géré cet appel lui-même, il a insisté. Le photographe a remboursé une partie car il a pu retrouver un contrat pour la date. Le fleuriste a gardé 1 500 €, le DJ 5 cents. L'orchestre a été le plus dur, 3 000 € non remboursables. À midi, j'avais passé 14 appels et vu environ 12 000 € partir en fumée pour un mariage qui n'existerait jamais. Le mercredi après-midi, le site web du mariage a disparu. J'ai tout supprimé. La liste de mariage aussi. Toute preuve visuelle de notre union future a été effacée. Lucas avait raison, pour quelqu'un comme Elena, l'image publique comptait plus que tout. Enlever l'image, c'était lui enlever son pouvoir. Elle a commencé à harceler mon téléphone vers 16 heures. Elle avait voulu montrer la liste de mariage à une amie et n'avait rien trouvé. Ses messages sont passés de frénétiques à enragés. Elle disait que je l'humiliais, que j'étais cruelle. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, je me suis connectée à tous nos comptes partagés. J'ai changé les mots de passe, supprimé son profil de Netflix, Spotify, iCloud. Tout. Lucas regardait ça avec des schisses, comme si c'était le meilleur film de l'année. Les messages qui ont suivi étaient épiques. Apparemment, elle était en train de regarder une série quand elle a été déconnectée. Puis elle a essayé de commander des courses et ça a été refusé. Puis elle n'a plus eu accès à son stockage cloud où elle gardait ses fichiers de travail. Ses messages vocaux étaient délirants. Son accent ressortait sous la colère. « Nicolas, tu es tellement puéril. Tu penses que ça me fait mal ? Tu n'es rien. » Mudak. Lucas mourait de rire. « Mec, elle fait une crise existentielle parce qu'elle doit payer ses propres factures maintenant. » Le silence était ma meilleure arme. La situation de l'appartement était le plus gros morceau. On était tous les deux sur le bail jusqu'en octobre. Elle a essayé de se venger en appelant les RH de ma boîte, prétendant que je la harcelais. Mais je ne l'avais pas contactée une seule fois. J'ai montré les captures d'écran de ces messages agressifs à mes RH, et l'affaire a été classée en 20 minutes. Elle a aussi essayé de récupérer les acomptes du mariage sur son compte en appelant les prestataires, mais j'avais déjà tout verrouillé avec eux. Le jeudi matin, je suis allée à l'agence immobilière. J'ai expliqué la situation. Un collègue cherchait justement un appart en ville. Le jeudi après-midi, il était prêt à reprendre le bail le 15 du mois. J'ai envoyé une proposition simple à Elena par SMS, je partais, elle pouvait rester jusqu'au 15, on signait les papiers et c'était fini. Elle m'a appelé au lieu de répondre. Sa voix était calme, presque douce. Je ne veux pas que tu partes, Nicolas. Je veux qu'on parle. Damien. Ce n'est pas ce que je pensais. J'ai fait une erreur. Ça ne change rien, Elena. Soit tu signes, soit on reste coincé dans cette situation jusqu'en octobre. Elle a fini par accepter. Le vendredi, on a signé les papiers. Elle a essayé de me regarder avec ses yeux de biche une dernière fois. Je n'ai rien fait avec Damien, c'était juste des sentiments. Je l'ai regardé droit dans les yeux, le fait que tu aies pu demander ce que tu as demandé me suffit. On n'explore pas d'autres options quand on veut se marier. Elle est partie sans un mot. Le samedi, j'ai déménagé avec l'aide de Lucas. J'ai laissé les clés sur le comptoir avec un mot, bonne chance. Je ne voulais pas avoir le dernier mot, je voulais juste disparaître. Le dimanche matin, j'étais sur l'autoroute, direction le nord. Mon entreprise m'avait proposé un poste de directeur régional à Paris, un poste vacant depuis des mois. Plus d'argent, de nouvelles responsabilités, un nouveau départ. Je n'ai pas regardé en arrière. Les premières semaines à Paris ont été intenses, trouver un appart, s'installer au nouveau bureau. Mon nouveau patron, Paul, était un ancien de l'armée de l'air, il s'intéressait aux résultats, pas aux apparences. Le travail m'a gardé occupé, ce qui était parfait. Lucas me tenait au courant de ce qui se passait à Toulouse. Elena avait essayé de sauver les meubles, mais c'était un désastre. Son propre père racontait à tout le monde ce qu'elle avait fait. Elle s'était officiellement mise avec Damien 2 semaines après mon départ, sans doute pour prouver que ça en valait la peine. Mais au bout de 2 mois, le retour de bâton est arrivé. Damien avait une fiancée. Pas une ex, une actuelle, à Lyon. Elena n'était qu'une aventure de bureau.
Damien s'amusait juste parce qu'il s'ennuyait dans sa relation. La fiancée de Damien a tout découvert via Instagram. Elle a affiché Elena publiquement sur les réseaux sociaux, avec des captures d'écran de leurs messages. Damien, pour se sauver, a jeté Elena sous le bus, disant qu'elle l'avait poursuivi de manière agressive et qu'il avait juste été trop gentil pour la repousser. Elena a tout perdu, sa réputation, son mec, et son job, car ses clients ne voulaient plus être associés à elle. De mon côté, je m'épanouissais. J'ai commencé à sortir un peu, et j'ai rencontré Amélie lors d'une conférence aéronautique. Elle est ingénieure commerciale. Elle est directe, intelligente, et a un humour décapant. Avec elle, c'est simple. Elle m'aime pour qui je suis. 8 mois après la rupture, ma boîte m'a renvoyé à Toulouse pour une semaine de réunions importantes. J'ai revu Lucas dans un nouveau resto branché. Et là, je l'ai vu. Elena était à une table avec 2 femmes. Elle était très apprêtée, mais son assurance semblait forcée. Elle avait maigri, ses vêtements semblaient moins luxueux. Elle a fini par me remarquer. Elle s'est recoiffée et s'est approchée de notre table. « Nicolas ? Je ne savais pas que tu étais en ville. Je ne me suis pas levée. Juste pour le boulot. Je repars demain. » Elle est restée là, maladroite. « Comment ça se passe à Paris ? Tu vois quelqu'un ? Paris, c'est génial. » Et oui, je vois quelqu'un, ça se passe très bien. Elle a eu un choc. « Tu es heureux ? Vraiment heureux ? » Absolument. Elle a baissé les yeux. J'ai beaucoup repensé à tout ça. Je sais que ce que j'ai demandé était mal. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'ai hoché la tête. J'apprécie que tu le dises. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, Elena. Puis je me suis tournée vers Lucas pour continuer notre conversation. Elle est restée plantée là quelques secondes, puis elle est partie sans un mot. Lucas a levé son verre, à avoir eu le cran de dire non au bon moment. On a fini notre repas, et le lendemain, j'ai pris mon vol pour Paris. Amélie m'attendait à l'aéroport. Elle m'a serré dans ses bras, et honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Cela nous aide beaucoup et nous permet de vous proposer encore plus de contenu de qualité. Merci.